Bonjour à tous et bienvenue sur Première Loge, le podcast par les artistes, pour les artistes. Aujourd'hui, je reçois Aska, qui est DJ et producteur. Salut Marine, merci de me recevoir dans ton studio. Merci à toi. Comment est-ce que tu as commencé la musique ? Comme tu as dit, je suis DJ et producteur. Alors comment j'ai commencé la musique ? J'ai commencé quand j'étais adolescent, mon père qui était passionné de musique, qui collectionnait les vinyles. Et puis j'ai commencé à toucher des logiciels de musique pour faire plaisir à mes potes, pour mettre un peu d'ambiance dans les soirées. Et puis ça me plaisait plus de mettre la musique que de limite profiter avec eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette passion où je me suis dit, ça peut être cool comme métier ou même comme loisir à l'époque. Parce que déjà, quand tu as commencé, tu te disais, je peux potentiellement en faire mon métier. C'était un truc, une porte qui était ouverte dans ta tête ? À cet âge-là, non, pas vraiment. On le voit vraiment comme un loisir. C'était quelque chose que je faisais après les cours ou le week-end. Mais je pense qu'on n'a pas trop la notion de se dire, je vais en faire mon métier plus tard parce que on se dit, peut-être je vais faire des études, je vais essayer d'avoir un métier, entre guillemets, plus classique. Et donc, du coup, on n'y pense pas forcément. Et je pense que c'est avec l'âge, quand on commence à grandir et quand on commence à toucher un peu plus à ce métier-là, qu'on se dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, c'est venu comme ça pour moi. Alors, à force de l'âge, je me suis dit, en fait, c'est un vrai métier et pourquoi pas, peut-être que ça peut m'arriver plus tard, quoi. Et ça ressemble à quoi, du coup, tes débuts ? Tu t'apprends tout seul ? T'es totalement autodidacte ou comment ça se passe ? Ouais, j'ai beaucoup appris tout seul. Après, c'était le début d'Internet et tout ça, YouTube. Donc, je me suis un peu formé aussi au tuto, forcément, je pense comme beaucoup. Mais c'est beaucoup d'entraînement tout seul. On essaye de toucher un peu les instruments, à tâter. Donc ouais, je me suis principalement formé tout seul. Après, j'ai eu la chance d'être entouré d'amis aussi qui étaient passionnés de musique. Donc forcément, on va demander des conseils à ces amis-là. Et puis au fur et à mesure, tous ces petits trucs-là mis bout à bout, on apprend. Et puis c'est comme ça qu'on progresse. Et plus on est à l'aise avec l'instrument, et en fait, plus on kiffe et plus on a envie de progresser, quoi. À l'époque, moi, j'avais pas trop d'argent, donc c'était ce qu'on appelle les contrôleurs. Donc pas les platines de professionnels, etc., mais les petits contrôleurs qui permettent de commencer à tâter, c'est ça que j'appelle les instruments. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé. Mes parents m'avaient acheté un petit contrôleur à Noël ou à mon anniversaire, et puis ils m'ont dit, vas-y, éclate-toi, et c'est là-dessus que j'ai commencé le truc un peu de base de débutant, quoi. Et quand est-ce que c'est venu, du coup, vraiment le fait d'être DJ, finalement ? Du coup, à cette période-là, j'ai commencé, je faisais la musique pour des anniversaires de mes potes. On a commencé à m'appeler pour faire un ou deux mariages. Parce que ça commençait à tourner, que je touchais un peu, j'arrivais en tout cas à mettre la musique à une soirée. Et au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus à l'aise et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ça ailleurs que pour mes potes, en fait. Et puis, j'avais un contact dans un bar à côté de Caen, parce que je suis originaire de Caen, qui avait pas de DJ ce soir-là et qui voulait mettre une petite ambiance musicale. Il m'a fait tester et c'est de là que c'est parti. Après, j'ai fait ce bar-là, il m'a rappelé, on a entendu parler de moi, j'ai fait un autre bar. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, je commençais à tourner dans 2-3 établissements, sans en faire mon métier, mais le week-end, en tout cas, en plus, pour gagner un peu d'argent, quoi. Et ça, c'était à peu près il y a combien d'années pour se situer ? Ça, c'était il y a à peu près un peu moins de 10 ans, je dirais. Il y a 7-8 ans, ouais. Vraiment, j'avais un métier la semaine. Et c'était vraiment, déjà pour m'éclater moi, parce que je pouvais faire ça en dehors de ma chambre, parce que des heures dans ma chambre, j'y ai passé. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, mais c'était vraiment en mode loisir, en mode kiff et pour arrondir les fins de mois, quoi. Comment est-ce que tu définis vraiment le métier de DJ ? Pour beaucoup, c'est pas vraiment un métier. Il y en a qui ont du mal à se dire que, c'est... Même moi, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir en vivre. Enfin, c'est juste le week-end, la semaine, tu fais quoi ? Faut vraiment être passionné. Enfin, c'est pas un métier qu'on choisit à l'école par défaut. C'est vraiment la passion de la musique. Voilà, on est béni dedans tous les jours. Et c'est là qu'on se dit, je suis vraiment passionné de ça et je vais passer plusieurs étapes pour pouvoir en vivre. Donc, je le définis comme ça. C'est vraiment un métier passion, un métier kiff. Et faire kiffer les autres, en fait. C'est ça. Et concrètement, quels éléments un peu techniques un DJ il doit maîtriser ? Il y a pas mal de choses techniques. C'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais un contrôleur ou des platines, c'est assembler 2 morceaux en même temps, au même moment. Donc, faut comprendre le rythme des morceaux, à quel moment les caler.
faut comprendre qu'un morceau, il a des basses, il a des aigus, il a des médiums. Faut deux fréquences basses peuvent pas se confondre, deux voix peuvent pas se confondre non plus. Donc c'est vraiment assimiler toutes ces choses-là, mais qui viennent avec le temps, avec l'expérience. Voilà, on s'en rend pas compte forcément au début, mais t'as cette technique-là un peu de, voilà, c'est assembler 2 morceaux, mais au bon moment, sur le même rythme, pour pouvoir que, en fait, ça fasse qu'un seul morceau et que les gens se rendent pas compte qu'on a fait une transition entre 2 morceaux, quoi. Et du coup, ça, c'est des choses que tu crées soit chez toi, soit en studio, ou c'est vraiment en live que tu... Non, ça, c'est du pur live. D'accord. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que tout est préparé à l'avance. On a juste à appuyer sur un bouton et ça défile tout seul. Ça, c'est un peu l'image cliché du DJ. Mais non, en fait, on va mettre une musique qui va durer, je sais pas, entre 2 et 3 minutes. Mais pour passer à la musique suivante, faut réussir à se caler sur le même tempo. Faut réussir à se dire, voilà, ça va être dans le même mood, dans la même vibe du prochain morceau. Et c'est que du live. Il y a rien on a des playlists forcément avec des morceaux en fonction de où on joue, pour quelle clientèle on joue, etc. Mais chaque transition est fait vraiment en live. Il y a rien enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que les autres fonctionnent comme ça aussi. Mais c'est vraiment que du live. Et comment ça s'est passé la première fois où tu as mixé en public ? Alors, la première fois où j'ai mixé en public, j'ai eu plusieurs premières fois, on va dire. La première fois où j'ai mixé en public, c'était à une fête de la musique. Alors, c'était en extérieur. Voilà, bonne ambiance dans la rue, les gens, tu mets la musique, ils dansent, etc. Donc, forcément, un petit peu de pression parce que c'était la première fois où j'avais autant de monde. Mais là où j'ai plus de pression, je pense que c'était ma première boîte de nuit parce que là, vraiment, c'est piste de danse à gérer. Ouais. Les gens, ils viennent, ils ont envie que ça bouge. Et moi, j'avais aucune notion de tout ça. Enfin, j'avais fait 2-3 soirées entre potes, etc. Mais la première grosse soirée, c'était en boîte de nuit à Cabourg, à côté de Caen. Et j'en garde un très bon souvenir parce que c'est très bien passé. Mais forcément, beaucoup de pression parce qu'il y a 200 personnes devant toi et t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Et dans ces cas-là, quand tu vas mixer, par exemple, dans une boîte de nuit, c'est combien de temps, combien d'heures, par exemple, que tu dois tenir les gens sur la piste ? Au minimum 4-5 heures, Ok. jusqu'à des fois 7-8 heures, ouais. Donc être focus, se concentrer sur ce que tu fais pendant autant de temps. En fait, c'est ça le plus dur, ouais. Ouais. Ouais, c'est que nous, on est les premiers arrivés et les derniers partis. Donc j'arrive, il n'y a personne dans la boîte, il y a juste le staff, les barman, la sécurité, etc. Et quand on part, il n'y a plus de clients. Et le but, c'est d'arriver à garder la même énergie pendant tout ce temps-là. Donc, en général, je veux dire, un horaire basique de boîte de nuit, ça va être 23h, 6h du matin, tu vois. Donc, ça fait 7 heures non-stop. Donc, t'as intérêt à quand même avoir un peu d'entraînement derrière pour pouvoir... c'est pas juste mixer 3-4 sons comme ça, c'est vraiment gérer une piste de danse pendant plusieurs heures d'affilée, quoi. Et du coup, toi, tu l'envisages en mode, justement, très constant, où tu constitues un set un peu, où tu as un crescendo, puis ça redescend, puis ça remonte. Est-ce que c'est quelque chose que tu conscientises un peu ? Ouais, plus la deuxième option. Parce que si je me dis, vas-y, il faut que je sois sur la même vibe, déjà, c'est impossible d'être sur une vibe hyper haute pendant 7 heures de suite. Même les plus grands DJ pourront dire que c'est pas possible. Et sinon, tu épuises les gens très vite. Bah ouais, c'est ça. Et puis, ça deviendrait un peu, je sais pas, limite platonique, un peu redondant. Oui, on s'habitue au fait que ce soit ouais, au voilà, max, c'est ça, exactement. Ouais. Donc le but, c'est de créer des variantes. La courbe principale de la soirée, c'est au début, y aller tranquillement et tout, jusqu'au ce qu'on appelle un peu le peak time, qui est en général pour une boîte de nuit vers 1h30, 2h du matin, où là, il faut que ça pète pendant au moins 2 heures, et puis après, tu redescends tranquillement. Mais on est plus dans l'esprit où il faut créer peut-être un esprit de montagne russe. Je vais envoyer tel style et tout machin, pour bien les chauffer, parce que je sens que les gens, ils sont chauds. Après, ça redescend un peu, et du coup, au moment où ça remonte, t'as encore plus d'impact, parce que les gens ont peut-être ressenti que ça redescendait, mais ils en profitent pour aller boire un coup, pour discuter, etc. Et puis après, tu remontes et c'est ça qui crée de la dynamique dans la soirée, en fait. Pour toi, l'objectif d'un DJ, c'est de faire danser les gens ? Alors, de base, oui. J'ai envie de te dire oui. En 2025, c'est moins évident. Il y a quelques années, quand j'ai commencé, c'était vraiment... et encore, j'étais pas DJ à l'époque, il y a 15-20 ans, et c'était encore plus ça. C'était vraiment les gens arrivaient pour danser. On va en boîte pour danser, on va dans une soirée pour danser. Maintenant, la nouvelle génération, ils ont plus envie de chanter que de danser. C'est vrai ? Ouais. Ah, ça m'étonne. Et je te jure. Et après, les styles musicaux font que c'est amené à être comme ça aussi. Ouais. Mais maintenant, gérer une piste de danse, et je pense qu'il y a beaucoup de DJ, que ce soit en France ou à l'étranger, qui le diraient, les gens sont moins danseurs, ils préfèrent limite être avec leurs potes, à une table, avec une bonne bouteille, etc. Et ils préfèrent, c'est le ressenti que j'ai, ils préfèrent limite chanter sur leurs morceaux qu'ils écoutent, je sais pas, dans leur vie, plutôt que danser. C'est plus la même génération. Mais la base du DJing,
c'est évidemment faire danser les gens pendant toute la soirée. Et du coup, toi, ça, tu le vois comme un challenge encore plus, où il faut que les gens viennent danser, t'essayes de les motiver ou... Bah ouais, complètement, ouais. Avant, les gens venaient automatiquement, j'ai envie de dire, peu importe un peu le style musical que tu dansais, que tu lançais, les gens étaient là en mode, bah, on vient pour danser, quoi. Ouais. Alors que maintenant, ils viennent, mais tu sais pas trop dans quelle optique. Donc c'est vraiment un challenge en plus. Ouais, à réussir à les faire danser maintenant, c'est pas toujours évident. Et il y a même des gros DJ qui le disent, hein. Récemment, je prends l'exemple de Bob Sinclair, qui lui tourne beaucoup dans des grosses boîtes et tout. Et il disait, maintenant, les gens, ils te filment, ils sont sur leur téléphone, mais ils bougent plus, quoi. Ouais, c'est triste, hein. Ouais, c'est un peu le problème de la génération actuelle, je trouve. Ouais. Quels sons que tu as sortis, tu as préféré remixer? Alors, j'ai remixé beaucoup de sons. Il y en a plein que j'ai jamais sortis, forcément. Je te dis, ça fait 5 ans que je me suis mis à la production. Et la production, c'est énormément d'années d'apprentissage avant de pouvoir maîtriser déjà l'outil et tout le métier qui entoure cette chose-là. En remix pur, ce que j'ai préféré remixer, bah, j'ai envie de dire, c'est le premier son que j'ai sorti qui s'appelle Un monde parfait, et qui est une reprise d'Ilona, voilà, qui a un vieux son. C'est vraiment mon enfance. Ouais, voilà, c'est ça, c'était totalement mon enfance. J'ai grandi avec ce son-là, et c'est vraiment, je crois, le son jusqu'ici que j'ai préféré remixer, parce que c'est celui aussi qui a bien marché pour moi et qui m'a un peu lancé là-dessus, quoi. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Parce que du coup, ça a beaucoup changé le milieu de la musique. Carrément. Et toi, tu dis, bah justement, j'ai publié ce son, ça m'a fait un peu percer, connaître et tout aussi. Ouais. Comment tu utilises les réseaux aujourd'hui? Alors, j'utilise énormément les réseaux. Bah, c'est grâce à ça que j'ai pu faire connaître ce son-là et d'autres sons, en fait. Et puis, les réseaux ont pris tellement d'ampleur maintenant. Enfin, ça a pris une proportion comparée aux artistes qui produisaient... il y a 10-15 ans, où il n'y avait pas les réseaux, où il fallait qu'ils aillent vendre leurs disques auprès des maisons de disques, auprès des labels et tout. Pas trop moyen de se faire connaître. Maintenant, les réseaux, surtout dans la musique, avec TikTok, Insta, où chaque photo, chaque vidéo a une musique, limite, tu te dis, moi, je l'utilise comme un outil de travail, en fait. C'est limite 50% de mon temps où je vais faire de la musique et 50% de mon temps où je vais utiliser les réseaux pour promouvoir la musique. Mais parce que maintenant... c'est une carte de visite énorme. Maintenant, c'est ton nombre d'abonnés, c'est les vues que tu fais sur les vidéos. Et je trouve ça super important pour nous, les artistes, quoi. Parce que les personnes qui vous embauchent, par exemple, les patrons de discothèques, je sais pas, c'est quelque chose qui check vraiment les Instagram, les réseaux. Ah oui. Ouais, carrément. Ouais. Tu peux faire la meilleure musique du monde. Et si t'as 200 abonnés, ils vont se dire, mais ok, il fait de la très bonne musique, mais en fait, il est même pas visible, quoi. Ouais. Alors que tu peux faire de la musique plus moyenne et avoir 50 000 abonnés. Là, elle va se dire, bah, ok, le mec a une visibilité et c'est comme ça que tu peux être pris à des événements, dans des festivals, clubs, etc. Et c'est pour ça que je mise aussi beaucoup là-dessus pour me faire connaître, quoi. Du coup, tu réfléchis un peu à de la création de contenu? Pareil, c'est un métier différent. La création de contenu, c'est du temps aussi. Alors moi, j'ai toujours été principalement basé sur la création musicale, musique, etc. Mais maintenant, ouais, j'essaye de m'inspirer de gens qui font de la création de contenu. Ça se trouve qu'on n'a rien à voir avec la musique, je m'en fous. Mais voir comment ils font, eux, pour que ça marche sur les réseaux, pour faire des vues, etc. C'est vraiment un métier à part entière, mais j'essaye de m'y pencher de plus en plus, en tout cas, ouais, c'est un peu indispensable, finalement. Ouais, franchement, c'est trop... Je te dis, franchement, sur mon temps réparti de travail, c'est au moins la moitié de mon temps, mais j'aime ça aussi. Je trouve ça carrément cool de pouvoir proposer du contenu aux gens, de pouvoir proposer des vidéos, des concepts différents. Je trouve ça... Et en plus, allié à la musique, c'est que du plus, quoi. Et qu'est-ce que tu penses du rapport des gens à la musique, dans le sens où, tu vois, par exemple, sur TikTok, il y a un rapport à la consommation musicale, je trouve, qui est assez fou. On va écouter des extraits de musique de 10 secondes que tout le monde connaît, et en fait, tu connais même pas les œuvres de base. C'est ça. C'est quoi ton ressenti, toi, par rapport à ça? J'ai plusieurs ressentis. Moi, mon ressenti par rapport à ma musique à moi, c'est que c'est cool, je vais créer une musique. Et je vais, du coup, vu qu'un TikTok c'est 10-15 secondes, je me suis dit, vas-y, je vais choper les 10-15 secondes qui sont le mieux pour moi et qui vont faire que je vais pouvoir faire connaître ma musique. Alors que ça se trouve, TikTok aurait eu des formats de 2 minutes, du coup, le fait d'écouter toute la musique, ça aurait pris moins d'ampleur. Là, le fait de pouvoir vraiment choper les gens sur quelques secondes, et ça se trouve, ils aimeront même pas la suite de la musique, mais ça permet de les accrocher. Moi, j'ai ce sentiment-là par rapport à ma musique, mais par rapport à la musique que nous, DJ, on met dans les clubs, etc., c'est compliqué parce que au final, on va pas passer juste 15 secondes de la musique. Ouais. On va essayer de les accrocher sur ça. Mais au final, les gens vont chanter pendant 10 secondes. Mais après, c'est limite, ils connaissent pas la suite et ils se disent, mince, est-ce que c'est vraiment le même son, quoi. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de les accrocher que sur 10-15 secondes, quoi.
parce qu'ils ont écouté juste ça sur TikTok. Mais ça aide aussi à les faire chanter, à qu'ils se reconnaissent dans la musique, quoi. Et comment est-ce que tu définirais, toi, ton style musical ? J'ai été beaucoup un DJ généraliste. Donc, dans les boîtes de nuit, que ça soit chez moi ou ailleurs, voilà, à mettre de tout, à la fois du latino, du hip-hop, de l'électro, de la house. J'ai été vraiment formé à passer tout type pour tout le monde, parce que j'ai commencé par les soirées, mariage, anniversaire et tout, il en faut un peu pour tout le monde. Et les boîtes de nuit dans lesquelles j'ai principalement mixé sont des boîtes généralistes. Après, moi, je suis plus un DJ branché house, électro, donc je me définirais plus dans cette branche-là, en fait. Et c'est de la house et de l'électro que tu écoutes aussi et qui t'inspire, ou pas du tout ? Si, complètement. Ouais. J'en écoute principalement tous les jours. Moi, j'ai grandi avec les années EDM, qui se fait un peu moins, mais la grosse musique électronique de l'époque Davichi, David Guetta, dans les années 2000-2010. J'ai grandi avec cette musique-là, donc moi, j'ai toujours été passionné de musique électro. Je peux pas faire une soirée full électro dans les boîtes de nuit où je mixe, forcément, sinon ça saoulerait les gens. Mais si aujourd'hui je dois définir un style, ça serait celui-là, parce que c'est la musique que j'écoute le matin, en prenant ma douche, en conduisant, tout au long de la journée. Et j'ai toujours été baigné là-dedans, et c'est ça qui m'a fait aussi aimer la musique jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est quoi une musique commerciale ? Une musique commerciale ? On entend beaucoup ça, donc je maintenant, voulais te poser la question. C'est très large comme langage, mais chacun a sa définition. Mais pour moi, c'est la musique qui va parler au plus de gens possible. C'est-à-dire que chacun a des goûts différents au niveau musical, mais la musique commerciale, c'est celle où tout le monde va un peu se reconnaître, donc que les gens peuvent chanter, que les gens peuvent danser ensemble. Voilà, pour moi, c'est beaucoup ça. Maintenant, c'est la musique urbaine, afro, un peu hip-hop, a pris beaucoup de place dans cette face commerciale. Mais ouais, pour moi, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un peu le mainstream, musique large, qui parle à tout le monde. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des rythmes un petit peu qui sont dansants, mais de façon un peu universelle ? Est-ce qu'il y a des musiques où tu sais que dans tous les cas, ça passe ? Ouais, il y a forcément... Chaque style musical, a son rythme, en fait. Donc, plus ou moins rapide, lent, plus ou moins rythmé d'une certaine manière. Et on sait par expérience quel type de musique et quel rythme va faire que les gens vont danser. Ouais. Donc, l'électro, je vais citer l'électro, par exemple, c'est moins dansant, c'est plus... tu vas sauter, tu vas lever les mains, Alors que des rythmes un peu plus, peut-être reggaeton, afro, latino, vont avoir des rythmes plus adaptés à danser, en fait, tout simplement. Donc, mais nous, on le sait en fonction ce qu'on appelle le BPM, je sais pas si ça va parler. Donc voilà, en fonction du BPM de la musique, on sait, voilà, ça, on va rentrer sur quelque chose de plus dansant. Souvent, on utilise ces styles musicaux pour garder notre piste de danse, en fait. Et tu peux croiser, par exemple, une musique qui commence avec un certain BPM et changer sur un autre BPM ? Alors tu peux, c'est plus technique. Ouais. En général, je reviens à la construction de la soirée au niveau rythme. Ouais. Tu commences sur des trucs un peu plus lents pour monter au fur et à mesure, mais tu peux pas passer d'un BPM super faible à un BPM super élevé sans transition, quoi. Ouais. Le but, c'est justement d'amener petit à petit, de monter jusqu'à arriver là où tu veux, en fait. C'est différentes techniques de mixage en utilisant des effets, des techniques de scratch, etc. Et il y a différentes techniques pour y arriver, mais la principale technique, c'est d'y aller crescendo en fonction du style musical. Et ça, par exemple, les effets, c'est des presets que tu implémentes de base ? Non, c'est des effets qui sont directement imprégnés soit dans nos logiciels, soit dans la platine. Donc, je sais pas, je vais te citer un exemple, un effet de reverb ou d'écho. Oui. Voilà, plutôt que si tu sens que la transition entre deux musiques va être un peu sèche, tu mets un petit écho qui fait l'effet de disparition plus douce pour passer à la musique suivante. Comme ça, les gens se rendent moins compte que ça s'est terminé sèchement, quoi. Et c'est sur ce genre de choses que tu te rends compte si un DJ il est bon ou pas ? Ouais, carrément. La principale problématique ou le principal aspect sur lequel tu sais qu'un DJ est bon, c'est déjà s'il est calé pile poil sur entre les deux musiques. Si tu sens qu'il y a un décalage, c'est là que tu te dis mince, soit il s'est foiré, soit il manque quelque chose dans sa technique. Donc déjà, ça c'est l'élément principal. Et après, le fait de passer une musique à un autre sans qu'on l'entende, en fait, grâce à ces effets, reverb, écho, pour que ça soit plus fluide et plus doux, en fait. Pour que les gens se rendent même pas compte qu'on est passé d'une musique à une autre, en fait. Oui. Et pour toi, la musique, c'est mathématique ? Ouais, franchement, ouais. Après, je pense qu'on y reviendra après, mais plus le côté
production musicale. Le côté DJing, il y a une forme de mathématique parce que c'est des temps, en fait. Donc, tu peux pas lancer la prochaine musique à n'importe quel moment, en pleine montée, en plein drop. Si tu lances l'autre musique, ça a aucune signification. Donc, le but, c'est de compter un peu les temps et se dire, voilà, là, j'ai 4 temps, 8 temps, 16 temps, un peu plus calme. Et c'est sur ces 16 temps-là que je vais pouvoir... Donc c'est pas des grands mathématiques, hein, on va pas faire des équations en plein set, mais je veux dire, si tu sais à peu près compter, normalement... Quand tu es en performance, du coup, tu comptes en fait tout le temps ce qui se passe? Alors au début, oui. C'est comme tout métier. Au début, plutôt que nous d'avoir des fiches de rappel, on va plutôt compter les temps et se dire, voilà, ça, à tel moment, je vais pouvoir le lancer. Mais à force, ça devient automatique. C'est des choses... je ferai les yeux fermés parce que c'est ancré dans mon cerveau en fait, mais je pense comme plein de types de métiers, tu vois. Toi, tu vas peut-être avoir des questions qui vont devenir automatiquement alors qu'avant tu l'aurais peut-être noté, tu vois. Et moi c'est pareil, maintenant je compte plus, mais par contre quelqu'un qui va débuter, je vais dire compte tes temps, voilà, 1, 2, 3, 4, ça marche par boucle de 4, au 4e temps tu vas pouvoir mettre la musique d'après, quoi. Et c'est quoi ton rapport à la musique? Est-ce que tu es toujours à l'affût des nouvelles tendances, des nouveautés? Ou est-ce que tu as une bonne base de ce que tu aimes et tu travailles avec ça? Faut toujours être à l'affût des nouveautés, je pense. Faut toujours savoir se renouveler parce que tu peux avoir une très bonne base, mais si tu fais la même chose depuis des années, en fait, tu vas t'enfermer dans un truc et les gens vont se dire, bon, c'était sympa, mais ça fait 5 ans qu'ils nous prennent le même truc. C'est important d'avoir une bonne base, mais en fait, la musique, il y a des musiques qui sortent tous les jours, par milliers. Donc voilà, en fonction de son style et en fonction de ce qu'on aime, il faut quand même suivre ce qui sort régulièrement et surtout en fonction des goûts de la clientèle, quoi. Enfin, des goûts des gens en général. Il faut savoir quel titre marche le mieux, quel style marche le mieux. Et maintenant, il y a tellement de styles variés, tellement d'artistes qui sortent des tracks différents que si tu t'actualises pas, tu peux vite, je pense, perdre le contact avec cette clientèle-là, quoi. Et au vu de tout ce qui sort, justement, est-ce que toi, tu t'es demandé comment tu pouvais te différencier? On se demande toujours, Le but, c'est de pas faire pareil que son voisin, parce que sinon, l'établissement ou l'événement aurait aucun intérêt à me prendre. Donc, on essaye toujours de se différencier. Après, nous, dans notre métier, ça va être essayer de choper une musique qui vient de sortir et que les gens n'ont pas encore écouté, mais qui a du potentiel, qui pourrait marcher peut-être plus tard, en se disant, moi, j'étais le premier à le passer. Ou nous, c'est dans la musique électronique, ça va être beaucoup de remix. Voilà, ok, tel morceau, il explose en ce moment, tout le monde l'entend et tout, mais voilà, il y a ce DJ ou cet artiste qui a fait un remix. Moi, je passe une autre version. Et on essaye toujours de choper ces petits remix, ces petites pépites pour justement se différencier. Et je trouve ça super important parce que il peut y avoir un tube, je sais pas, cette année ou l'année dernière, tout le monde va le passer. T'es sûr que ça mettra l'ambiance, mais lui, tel DJ, il a ce remix-là, moi j'ai ce remix-là qui permet de varier. Et il y a beaucoup de gens derrière qui peuvent te demander, c'est où que t'as eu ce remix-là et tout, machin. Et c'est là qu'on apporte aussi notre patte, quoi. Et c'est quoi les critères d'une bonne musique à remixer? Une bonne musique à remixer, faut déjà que la musique de base déjà te parle à toi, parle aux gens aussi, et plus elle aura cet effet déjà sur l'original, un bon effet sur les gens en général, sur le fait qu'ils puissent chanter, danser dessus, et après je pense que les idées de remix peuvent te venir plus facilement. Mais après il n'y a pas de science exacte. Si demain j'ai un track que personne connaît et que j'estime qu'il sera bon de remixer, voilà, moi je suis très amateur de remix, donc si j'estime qu'il y a quelque chose à faire, je le fais, tu vois. Est-ce que un remix, tu le considères comme le prolongement de l'œuvre de base, ou est-ce que pour toi c'est totalement une nouvelle réécriture? Non, je le vois plus comme un prolongement. Parce que déjà, si on a l'idée de faire un remix, c'est que le son est quand même bon de base, c'est que l'artiste a une bonne idée. Après, il y a différents types de remix. Moi, je suis pas fan des remix qui dénaturent totalement le son. Pour moi, il faut garder quand même l'esprit créatif du son de base de l'artiste. Pour moi, un remix, c'est juste ajouter une plus-value. Ou si tu sens qu'il est un peu moins clubbing, un peu moins dansant, mais que la base est très bonne, hop, rajouter des petits éléments, des petites percussions et tout qui font que... Ou même un nouveau synthé, des nouvelles sonorités, mais sans dénaturer l'œuvre de l'artiste de base, c'est important. Et je me demandais, même par rapport à ça, de manière très pratique, comment ça se passe au niveau des droits musicaux? Alors ça, c'est plus compliqué. C'est toujours un grand débat, c'est les droits musicaux, surtout que les artistes sont très protégés maintenant. Après, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise... beaucoup, mais nous en tant que DJ, si on arrive à télécharger la musique, c'est qu'elle a été mise entre guillemets libre de droit. On a plusieurs plateformes qui nous permettent de télécharger ces musiques-là. De télécharger les musiques pour avoir genre un multipiste par exemple? Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Et du coup, si l'artiste qui a fait la chanson le partage sur ces plateformes-là qui sont libres de droit, là, on peut se servir et en faire un peu ce qu'on veut. Mais par contre, si toi, tu vas décider de faire un remix et le balancer sur les plateformes de streaming sans l'accord de l'artiste, ça, tu peux pas. Tu peux le partager librement sur d'autres plateformes qui sont libres de droit. Mais par contre, si tu veux le partager sur les plateformes de streaming, tu peux pas. Il y a beaucoup de... Nous, on peut les passer dans nos sets parce qu'il y a des systèmes de SACEM qui sont mis en place pour la rémunération des artistes, etc. Mais il faut toujours quand même s'interroger sur si t'as un morceau, qu'est-ce que je peux en faire ou qu'est-ce que je peux pas en faire. C'est quand même super important parce que maintenant, les artistes sont super protégés, quoi. Et je trouve ça normal. Et ça, t'as commencé donc en parallèle du DJing? Non, j'ai commencé plus tard. J'ai vraiment commencé par le DJing, à mixer et je crois qu'à cette époque-là, je savais même pas que c'était possible de produire un morceau ou alors j'en avais pas la notion. Et je m'y suis mis plus tard. Ça va faire 5 ans que je produis. D'accord. Et donc l'idée, c'est de faire tes propres morceaux, totalement création originale. Exactement, ouais. Ok. En fait, c'est cool. Quand t'es DJ, c'est cool. Tu passes de la musique pour les gens et tout. Déjà, le système de base est carrément cool. Mais de pouvoir faire ses propres morceaux et de pouvoir les passer, c'est encore plus cool. Et quand j'ai su que c'était possible de faire ça, je me suis dit, mais attends... Moi, j'adore. Le mec, il avait fait un super remix de son là, mais moi aussi, j'ai envie de faire mon propre remix de son là. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'ai envie d'essayer, pourquoi pas moi. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'arrivée des intelligences artificielles et notamment des IA génératives dans la musique? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Soit je fais le puriste et je dis c'est pas une bonne chose parce que ça empêche la création pure et dure. Mais après, ça fait aussi partie de notre temps et je pense que nous, producteurs, on l'utilise beaucoup pour choper des samples, pour choper des voix, même pour choper des idées, tout simplement. Ça a pris une ampleur. Mais après, c'est vrai que ça peut aussi un peu fausser la création pure et dure de certains artistes parce que tu vas sortir un morceau que tu auras créé de A à Z en jouant les instruments et tout machin, qui ça se trouve va pas forcément bien marcher. Et à côté, ton collègue qui connaît rien, lui, il va choper que un truc 100% IA qui va pas forcément se voir et ça se trouve va faire un son qui marche mieux alors que lui ça fait 6 mois qu'il essaye de bidouiller le truc et toi ça fait 10 ans que t'essayes de faire un morceau qui marche. Donc ouais, il y a du bon et du moins bon, faut forcément s'en servir parce que je te dis, ça nous aide à être plus créatifs et peut-être plus productifs, mais ça a forcément un mauvais côté dans le sens où ça va peut-être mettre plus en avant des gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience et qui en auraient pas été là si ça existait pas. Faut savoir jauger le truc, mais moi je m'en sers donc je vais rien dire. Mais comment tu les utilises par exemple toi aujourd'hui? Dans la production, on a beaucoup d'outils. Avant, pour produire, pour choper des instruments et tout, je pense que c'était un peu plus compliqué, beaucoup moins accessible et tout. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, tu peux choper des instruments différents beaucoup plus facilement, qui ont été créés via ces choses-là. Je vais pas rentrer dans les termes techniques de la production, je grossis un peu le truc, mais c'est un support qui nous aide pour travailler tout simplement. Faut juste sans rentrer dans le fait que je vais faire un son 100% IA de A à Z, mais je vais choper un petit truc qui a été fait par l'IA, je vais m'en servir pour jouer d'un instrument derrière. Enfin, moi, je m'en sers de cette manière-là, en tout cas. Et aujourd'hui, on ne reconnaît pas du tout un son qui aurait été fait entièrement par IA versus un son qui aurait été créé par des humains, finalement. Ça dépend. L'autre fois, on m'a montré un site où tu peux vraiment créer un son de A à Z en mettant... je veux... Ah oui, ça me dit un truc. Je veux un truc électro avec une fille qui chante et qui parle d'amour. Et là, il y a un site qui va te créer le son de A à Z. Là, tu peux le reconnaître. Tu reconnais quand même que c'est de l'IA parce que je pense que c'est encore des trucs qui n'ont pas été encore assez poussés. Je dis pas, ça se trouve, on a la même discussion dans 5 ans et on fait pas du tout la différence. Mais par contre, il y a beaucoup de producteurs et de gens qui reprennent des voix d'artistes. Mais vraiment qui sont copier-coller, quoi. Et je dis pas parce que je l'ai fait aussi. Et là, par contre, pour différencier, c'est compliqué, Tu mets la voix de l'artiste d'origine et tu mets la voix faite par l'IA et il y a des sites ou après moi je suis pas spécialiste non plus, mais il y a des trucs qui sont tellement bien faits que limite tu reconnais pas les deux et je trouve ça super impressionnant. Mais limite en fait les artistes ils pourraient les utiliser pour faire je sais pas une maquette d'un premier titre, voir ce que ça donne et après enregistrer ou pas en fonction, quoi. Après je pense que c'est pas totalement leur but, mais en vrai je pense que c'est tellement bien fait maintenant. Il y a Angèle qui a fait... Je pensais à ça totalement. Angèle qui a été utilisée avec l'intelligence artificielle et qui a fait des milliers, voire des millions, je crois, pas de streams, mais de vues, alors que c'était même pas elle qui chantait, quoi.
Et je me dis, c'était peut-être il y a 1 an ou 2, je me dis, avec ce qu'ils vont développer encore plus, ça va être encore pire. Ça se trouve, un chanteur va chanter sur un track et on saura même pas différencier si c'est lui ou c'est l'intelligence artificielle. C'est limite un peu flippant, quoi. Mais... C'est vrai. Mais après, moi, je suis très flippée de l'intelligence artificielle. Dans tous les domaines et notamment dans les domaines créatifs. Okay. Mais en fait, de plus en plus, je me dis que peut-être... En fait, les IA, ça peut aussi valoriser le travail des humains, finalement. Parce qu'au bout d'un moment, si on n'a que de la production de contenu généré par IA, ça valorise encore plus les gens un peu artisanaux qui ont fait par eux-mêmes, qui ont de l'expertise. Oui. Ouais, je sais pas quel est ton avis là-dessus. Ouais, non, dans ce sens-là, je suis d'accord. Moi, je l'utilise sur quelques tracks que j'ai sortis. J'ai fait des clips qui ont été faits via l'IA. Oui. Donc, notamment celui d'Un monde parfait. Et j'en ai fait un autre sur une reprise des Rois du Monde que j'avais fait. Donc, je dis pas, moi aussi, je m'en sers. Et ça se trouve, s'il n'y avait pas l'IA, j'aurais jamais pu sortir de clip. Donc, la partie clip, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout et j'avais peut-être pas forcément le budget non plus à ce moment-là. Et le fait de pouvoir créer grâce à l'intelligence artificielle, ça a quand même du bon, ça apporte du support visuel que j'aurais pas forcément eu, une communication que j'aurais pas forcément eu, et ça me permet moi aussi de me diversifier, c'est-à-dire je fais de la musique, j'ai fait ce track là, mais vous pouvez aussi aller le voir parce que ça a été fait en intelligence artificielle et tout. C'est pas quelque chose que je maîtrise encore parfaitement, mais au niveau support, c'est du plus pour nous les artistes, quoi. Et pas que dans la musique électronique, je pense dans tout type de musique. Et tu travailles beaucoup tout seul du coup ? Alors, de base, je travaillais tout seul. Enfin, j'ai commencé la production forcément à travailler tout seul. Maintenant, je travaille avec un label. Donc j'ai signé sur un label qui s'appelle Full Moon. Je pense que ça va pas parler à grand monde parce que c'est pas un label super connu, mais c'est le label notamment de Laurent Wolf qui a été un grand DJ de la musique électronique dans les années 2000-2010. Donc maintenant c'est un label manager qui me manage sur les productions, sur les titres qu'on produit, qu'on va sortir, qui est là sur tout l'aspect managérial, support artiste, administratif, promotion, etc. quoi. Donc j'ai une partie où je travaille tout seul et une autre partie où je me fais aider sur tous ces trucs-là, quoi. Et tu collabores aussi avec d'autres artistes ? Alors, pas encore énormément. Je pense que le temps et la notoriété fera que peut-être que j'aurai d'autres collaborations. J'ai fait une collaboration sur un morceau à moi qui est sorti en décembre dernier, décembre 2024, qui s'appelle Bailando, donc une artiste qui chante en anglais que j'ai connue via les réseaux. On s'est contacté comme ça. Je lui ai proposé le projet. C'était ma première collaboration et j'espère en faire d'autres parce que je trouve ça cool de pouvoir partager avec d'autres artistes. Et puis ça aide aussi un peu à se faire connaître. Oui. Forcément. Donc, ça donne de la visibilité et même, je pense, au niveau créatif, ça nourrit aussi les deux personnes de collaborer. Parce que quand on fait un morceau et qu'on a que notre son de cloche, on peut s'entêter à faire un truc et pas voir les possibilités qu'aurait pu être un peu plus élargies par rapport au son qu'on fait. Donc le fait de pouvoir travailler avec d'autres artistes, ça apporte d'autres idées. Je trouve ça super cool. Après, moi, je te dis, je suis pas encore à ce stade-là où je peux me dire, je peux collaborer avec tel ou tel artiste, mais j'espère que ça viendra parce que le fait de pouvoir échanger sur la musique, c'est tellement infini, il y a tellement des idées de fou qui peuvent être créées, donc j'espère pouvoir en avoir d'autres dans le futur. Mais en tout cas, tu es dans cette envie et tu fais les démarches, tu vas vers les artistes. Carrément. Si j'ai des projets à proposer, on m'a même déjà proposé des projets aussi de collaboration. D'ailleurs, il y en a peut-être qui seront en cours dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est en cours de discussion. Mais je trouve ça trop cool. Et maintenant, qu'on regarde sur les plateformes de streaming et tous les artistes, 1 son sur 2, c'est une collaboration. Il y a très peu d'artistes maintenant qui sortent des chansons tout seuls, en fait. Maintenant, c'est devenu très à la mode parce que tout le monde a envie de partager avec tout le monde et je trouve ça cool, quoi. Et de se diversifier surtout. Pour toi, c'est une crainte d'être enfermé un petit peu dans ta vision artistique ou au contraire, c'est ce qui te guide ? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui va être enfermé facilement. Je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit déjà de base. Et je trouve que dans la musique, si on reste enfermé dans quelque chose, peut-être qu'il y en a qui le sont et que ça marche pour eux, mais je trouve que c'est se fermer des portes à la créativité, au partage. Dans la musique, plus t'es ouvert d'esprit, plus tu vas t'intéresser à d'autres artistes, à d'autres styles musicaux, plus tu vas t'enrichir et plus tu vas être facilement créatif. La créativité, c'est la base dans la musique. Même si tu maîtrises pas encore tout l'aspect technique, parce que c'est très technique, chaque part de la musique a un métier différent. Si tu maîtrises pas tous ces aspects techniques, c'est pas très grave, mais ce qui compte, c'est ta créativité et comment tu vas amener les choses et comment tu vas partager les choses aux gens. Donc, pour moi, sans rester bloqué dans une seule chose, c'est pour ça que je te dis, les collaborations, c'est super cool pour ça, parce que t'as des idées d'autres gens et
et ça t'ouvre d'autres portes aussi, quoi. Après, je suis d'accord sur la créativité, mais la barrière technique, elle bride aussi la créativité en soi. Ouais, bah, il faut un minimum. Mais en fait, l'aspect technique, je trouve qu'il est plus comme avant. En fait, maintenant, ok, si ton son il sonne moins bien, mais que t'as eu l'idée de génie, alors que si ton son il sonne parfaitement bien, mais que l'idée de base elle est pas top, et bah c'est plutôt ton son qui va sonner moins bien qui va mieux marcher. D'accord. En fait, maintenant, 95% des gens écoutent sur leur téléphone la musique. Il n'y a pas de basse. Le son sonne, bon, sauf avec les nouveaux iPhones maintenant, mais en général, il sonne beaucoup moins mal que sur des enceintes. Ouais. Donc, même s'il est moins quali de base, bah, de toute façon, c'est le même support pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de DJ et d'artistes qui le diront. Maintenant, c'est vraiment l'idée que tu as eue qui va être primordiale par rapport à vraiment la qualité de ton son, quoi. C'est quoi les défis auxquels tu fais face aujourd'hui en tant que DJ et en tant que producteur ? Le plus gros défi en tant que producteur, en tout cas, c'est que, bah, on parlait de l'intelligence artificielle, mais les nouvelles technologies vont avec. C'est que maintenant, le métier est, on va dire, plus accessible qu'avant. Maintenant, avec tous les logiciels, toutes les formations sur YouTube, les tutos, les machins et tout, c'est beaucoup plus accessible. Et du coup, bah, y a beaucoup plus de concurrence. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de se démarquer. Parce que des sons, il y en a des milliers qui sortent par jour. Donc, ok, tu vas faire un son électro qui sonne bien. Voilà, il y a une bonne chanteuse dessus, il y a une bonne vibe, ça bouge bien et tout. Mais ça se trouve, le même jour, il y en a 150 autres qui ont sorti un son dans le même délire, quoi. Pour moi, la principale difficulté que je rencontre là-dessus, et c'est pareil pour les réseaux sociaux, maintenant tout le monde s'est remis sur les réseaux sociaux, donc ok, t'as l'impression que ton TikTok il va être cool, il va marcher et tout, mais ça se trouve, il y a 200 mecs qui ont fait la même chose que toi, quoi. Donc moi, c'est plutôt l'aspect concurrentiel et se démarquer des autres qui devient de plus en plus dur. Et est-ce que la réponse à ça, c'est pas de justement avoir une expertise dans son domaine ? Parce que tu vois, c'est accessible de plus en plus à tout le monde, et c'est pareil que ce soit la musique, la vidéo, les réseaux sociaux, etc. Exactement, ouais. C'est un peu les mêmes problématiques partout. Ouais. Mais justement, je me dis, est-ce que t'es pas différencié quand t'es très expert dans ce que tu fais, tu vois ? Ça peut aussi, ouais, carrément. Bah, il y en a beaucoup de DJ qui se disent, vas-y, je vais me concentrer sur un truc, je vais le maîtriser à fond, à 1000%, et au moins, je suis sûr que, voilà, la concurrence que j'aurai, bah, ça va être des gens qui vont être dans le même délire que moi, mais je vais être au-dessus d'eux parce que je vais maîtriser le truc. Alors, il peut y avoir cet aspect-là, mais à contrario, il y a se dire, ok, je vais pas être expert dans un seul truc, mais je vais être bon dans plein de petits trucs parce que je vais essayer de maîtriser plein d'autres choses, alors que ce mec-là, il va être spécialisé là-dedans, il va pas forcément maîtriser autre chose. C'est deux aspects différents. Moi, je suis plus dans ce mood-là, en mode, je vais essayer de maîtriser plein de choses, et comme ça, bah, un jour, je vais faire ça, l'autre jour, je vais faire ça, et ça va surprendre les gens, et je vais me différencier là-dessus, tu vois. Je suis plus dans cette optique-là, mais ça tient qu'à moi. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimes et que tu aimerais nous faire découvrir ? Bah, moi, je suis très inspiré des DJ connus de base. J'ai toujours écouté des DJ, principalement de la musique électronique, mais qui sont déjà connus. Moi, j'ai deux grandes inspirations au niveau de la musique. Bon, c'est des stars internationales, donc je vais peut-être pas faire découvrir comme ça, mais c'est DJ Snake que je suis depuis j'allais le voir avant qu'il soit connu. Et maintenant, tu vas le voir au Stade de France. Et maintenant, je vais le voir au Stade de France. J'espère un jour qu'il m'invitera sur scène. J'espère, je te le souhaite. Ça a toujours été une référence pour moi. Et il y a un autre artiste aussi que j'aime beaucoup, c'est Ugiel, qui est un DJ français aussi, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Alors oui, parce que lui, il est plus basé sur tout ce qui est afro, latino, house. Donc il est plus développé en Amérique centrale, Amérique du Sud, etc. D'ailleurs, la plupart des gens qui connaissent savaient même pas qu'il était français, tellement il tourne pas en France, il tourne dans ces pays-là. Et en fait, moi, j'ai commencé à écouter sa musique, il était à peine connu. Il s'est fait connaître avec le remix de Bella Ciao, c'était avant le Covid, je crois, qui a explosé. Et maintenant, il est dans un truc un peu plus latino, afro. Et pour moi, ces mecs-là, c'est des exemples parce que vu que je les ai connus avant qu'ils pètent un peu, et ben, j'ai vu un peu leur marge de progression, et tout artiste rêve d'avoir le même parcours. Donc, c'est des artistes que je suis et que je continue à suivre et dont je m'inspire tous les jours. Et c'est un petit milieu, ce monde du DJing, on va dire. Est-ce que tu connais beaucoup d'artistes ? Vous vous rencontrez souvent ou c'est un peu chacun sa route et solitaire ? Alors c'est un petit milieu forcément parce que, je sais pas, je vais te citer l'exemple de ma région à Caen et aux alentours. On va pas être des milliers et des milliers. Oui. On va être quelques dizaines à tourner dans les établissements. Donc forcément, c'est un milieu un peu de niche. Mais en fait, on est tous animés par la même passion de la musique. Donc moi, pour mon cas, je m'entends bien avec tous les DJ que je côtoie. Même sur les réseaux, je reçois beaucoup de messages de DJ. J'hésite pas à commenter des vidéos, à écrire à des DJ, voilà, si j'aime bien ce qu'il a fait ou si je dois lui poser une question. Et inversement, il y en a beaucoup qui viennent me contacter là-dessus. Donc vu qu'on est tous unis par la même passion, je trouve que c'est un métier de partage. Et il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai jamais encore ressenti, peut-être plus tard, je dis pas... Hein,
Mais ce côté un peu concurrentiel à essayer de faire de l'ombre aux autres ou penser qu'à soi et dire voilà, lui c'est bien ce qu'il fait, mais moi je veux pas l'entendre et je vais faire mon truc. Non, on est vraiment dans le partage et partagé par la même passion. Et c'est pour ça que je trouve ça trop cool comme métier. Et qu'est-ce qui te fait vibrer le plus dans ton métier ? Il y a plein de trucs qui font vibrer, mais je pense que c'est la réaction des gens. En fait, t'es là, tu passes la musique pour des dizaines de personnes, certains événements dont j'ai fait plusieurs milliers de personnes, et je me dis, putain, c'est moi qui passe la musique, et c'est eux qui chantent, qui dansent et tout. En fait, c'est ce partage-là que j'adore, tu vois. Surtout quand on a tous commencé dans notre chambre, je pense, la plupart des DJ à mixer face à notre mur et à s'imaginer 10 000 personnes devant nous. Et le fait de pouvoir le faire en live et pouvoir retransmettre ça, je trouve ça trop cool. Personne ne va au taf en disant, je vais faire danser 300 personnes ou 500 personnes. C'est vraiment spécifique à notre métier, je trouve ça trop cool. Mais c'est un rythme de vie aussi. Ah oui, c'est un rythme, ouais. Ouais, un rythme particulier, ouais. Ouais, tu vis la nuit finalement. Ouais, principalement. Après, je suis pas encore en tournée 6 jours sur 7. Je travaille principalement le week-end, mais ouais, de nuit, c'est pas donné à tout le monde. C'est une vie un peu particulière. C'est vrai que le week-end, t'as un peu moins de temps pour les événements avec les copains ou les événements familiaux parce que tu vas dormir la journée et vivre la nuit, donc tu fais un peu l'impasse sur certaines choses. Mais quand t'aimes ce que tu fais, au final, tu t'y habitues vite. Est-ce que t'as déjà eu des retours un peu touchants des gens ? Franchement, ouais. Après, il y a des choses qu'on va te dire qui sont très gentilles, où on va te complimenter parce que les gens ont passé une bonne soirée. Ça arrive régulièrement. Mais les gens savent peut-être plus te dire quand ça va pas que quand ça va bien. Donc des critiques, après on peut pas plaire à tout le monde, je pense que c'est dans tout métier. Mais oui, des messages touchants, ouais, j'en ai... Enfin, touchants, je sais pas si on peut dire touchants, mais positifs. Ouais, positifs, des compliments et tout, j'en ai régulièrement, et c'est ça qui est cool aussi, c'est de pouvoir avoir fait passer un bon moment aux gens. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer à travers ta musique ? Un message particulier, non. Je veux dire plutôt un message global, en fait. La musique, pour moi, c'est que du positif. Donc en fait, ça permet d'oublier un peu les problèmes qu'on a au quotidien, etc. Le but, c'est d'amener vraiment une vibe, une good vibe, et faire oublier ce qui peut être un peu négatif dans la vie des gens. Que ça soit dans le DJing, donc à mixer les musiques, ou dans la production, quand je produis des musiques, j'essaye toujours de faire en sorte que quand les gens vont écouter mes morceaux, ils se disent oh, putain, c'est trop cool, ça m'apporte quelque chose, un peu de joie, un peu de bonheur, etc. Donc le message, ouais, moi c'est le principal message que j'ai à passer, c'est que voilà, la musique, c'est des émotions, c'est des choses que tu ressens, et le but c'est d'éviter, d'oublier un peu ce qui va un peu moins bien. On a tous des périodes dans notre vie où ça va un peu moins bien, et juste se focaliser sur l'aspect je t'apporte des émotions et des ondes positives, en fait. Est-ce que tu crées pour toi ou tu crées pour les autres ? Je crée pour moi principalement, mais il faut penser aux autres aussi. Parce que si je crée pour moi, peut-être que je m'enfermerai dans des trucs qui font que ça marcherait pas. Après, faut savoir trouver un juste milieu. Faut savoir créer pour les autres parce que c'est du partage, et il faut que les gens puissent aimer ta musique aussi. Mais si tu fais que pour les gens, ça va pas forcément te ressembler à toi. Donc faut vraiment faire de la musique qui t'anime et qui te passionne, et ça se ressent, hein. Quelqu'un qui fait ce qu'il aime plutôt que quelqu'un qui fait pour que les gens ils aiment, ça va se ressentir dans la musique. Donc je pense qu'il faut trouver juste le milieu en mode ouais, c'est cool, il faut faire plaisir aux autres parce que c'est pour que les autres puissent l'écouter, mais aussi il faut faire partager et créer des choses qui t'animent toi, sinon il n'y a aucun intérêt. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut devenir DJ ? Au niveau du côté DJ, quelqu'un qui voudrait se lancer, je dirais que déjà il faut qu'il soit passionné par la musique, il faut qu'il aime ça, faut pas se dire c'est stylé de faire DJ, c'est pas qu'une image, quoi. Ouais. Faut être passionné, si t'as envie de transmettre cette passion aux gens, essaye de commencer à tâtonner, à toucher des boutons, à essayer de voir comment ça marche, à télécharger plein de musique aussi, parce que c'est bien beau de pouvoir maîtriser l'outil, mais il faut avoir la playlist qui suit aussi. Surtout quand tu mixes en club où t'as 5-6 heures. Ouais, c'est énorme. Si au bout d'un moment, au bout de 4 heures, tu dis merde, j'ai plus rien à passer, c'est dommage. Faut avoir quand même une bibliothèque, mais ça se fait avec l'expérience. Donc vraiment essayer d'être passionné et de vouloir partager avec les autres. Mais après, ça revient au même dans la production, c'est pareil. T'as des idées en tête, t'as envie de les mettre musicalement et de le faire partager aux autres. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est si t'es passionné, vas-y, fonce, c'est un métier trop bien, trop cool. Plus tu commences jeune,
plus tu te donneras de chance d'évoluer, passer plusieurs étapes et pourquoi pas être connu un jour, quoi. C'est un très beau message. J'espère que ça motivera les gens qui nous écoutent. J'espère aussi. Si ton téléphone sonne, qui est-ce que tu rêverais d'entendre au bout du fil ? J'ai commencé la musique, outre la musique électronique, moi je suis un grand fan d'Eminem. Oui. Donc je pense que tout le monde connaît, parce que mon père écoutait beaucoup ça quand il était plus jeune, et donc du coup dès mon enfant j'étais bercé par ses musiques. Et j'ai été le voir sur sa seule date au Stade de France où j'étais au premier rang, etc. Je suis vraiment un grand fan. J'ai tous ses albums, posters et tout machin. Donc s'il devait y avoir quelqu'un qui m'appelait de main, je pense que ça serait lui. Ouais. J'aurais du mal à parler anglais, mais je pense que ça serait lui. Pour Eminem, ça va. On se débrouille en anglais. Je me débrouille. On se raccroche aux branches. Carrément, ouais. Je te pose du coup ma dernière question, qui est un peu la question signature du podcast. Okay. C'est quoi pour toi la vie d'artiste ? La vie d'artiste, pour moi, c'est... pour moi, personnellement, c'est la vie de rêve. En fait, c'est un rêve. La vie d'artiste, c'est vraiment un métier qui se démarque de tout ce qu'on peut avoir au quotidien, etc. Et c'est tellement de choses positives derrière que, en général, si tu veux être artiste, c'est que tu en as rêvé pendant longtemps. Et si tu arrives à l'être, c'est que tu as accompli ton rêve. Et moi, c'est mon rêve d'être artiste. Donc, j'espère pouvoir l'être encore et grandir pendant de nombreuses années. Donc, moi, je le résumais à un rêve, ouais. Je te le souhaite, j'espère que ça va ne faire que monter. J'espère aussi. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je vais tout faire pour. Si les gens veulent t'écouter, te soutenir, où est-ce qu'on peut les rediriger ? Ouais, sur toutes les plateformes de streaming, donc Azka, AZKA. Donc voilà, il y a juste à taper mon nom, vous tomberez sur mon profil assez facilement normalement. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, ou alors je les ai pas encore vus. Et puis sur Insta et TikTok où je suis pas mal. Donc Insta c'est aska.music, MUSIC. Et sur TikTok c'est aska-DJ-. Donc voilà, je commence à avoir une petite communauté sympa. J'essaye encore de développer cet aspect-là, donc qu'ils n'hésitent pas à aller voir ce que je propose. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu de Normandie en plus. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. Ça fait plaisir, c'était super intéressant, vraiment, je suis très contente. Merci à toi Marine, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à Première Loge. Ça nous aide à nous développer et voilà, à se faire connaître. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à proposer des noms d'invités que vous aimeriez que je reçoive. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut.